Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Me voici de retour après un gros rhume qui m'a joué un mauvais tour. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à répondre à un petit bingo d'arguments antiféministes à base de faits prétendument historiques. Les féministes étaient plus raisonnables avant, les féministes de maintenant exagèrent, ou encore, c'était une autre époque. Et je nous avais gardé le meilleur pour la fin. Les femmes ont le droit de vote, l'égalité, tout ça. Donc on n'a plus besoin du féminisme. Maintenant les féministes, ou même d'ailleurs néo-féministes, se sentent supérieures aux hommes, et ça c'est inadmissible. Alors que répondre à ça ? Et si je te disais qu'il faut arrêter de lutter pour l'égalité ? Mais que ça ne veut pas dire non plus forcément qu'on cherche la supériorité, c'est comme toujours un peu plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour commencer, quand on parle de droit et de liberté, il y a 2-3 trucs à comprendre qui sont pas forcément évidents pour tout le monde, donc on va repartir des bases. À commencer par la différence entre droit et liberté. Le droit va véhiculer une notion de contrainte pour l'autre. Si j'ai le droit de vote, en l'occurrence ici c'est la municipalité qui est obligée de me donner les moyens de voter. Donc tenir une élection, mettre à disposition les isoloirs, les urnes, les assesseurs et assesseuses, les bulletins de vote, tout ça. Sinon, je pourrais aller au tribunal pour opposer mon droit. Si j'ai le droit d'aller à l'école, il faut bien que quelqu'un mette des écoles, des profs, tout ça. Ces idées de droit, ça permet aussi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans la société et donc d'obtenir une certaine cohérence. Alors que la liberté, c'est plutôt une possibilité. C'est plus individuel et ça va dépendre aussi de notre volonté, mais aussi souvent de nos moyens. Un exemple. Tu as le droit à 5 semaines de congés payés si tu es salarié. Enfin, pour l'instant, cet épisode avait été écrit avant que notre bon Premier ministre nous sorte ses dernières réformes. Donc tu as le droit à ces 5 semaines et tu as la liberté pendant ces semaines de partir au ski ou à l'autre bout du monde ou alors de rester chez toi. On ne peut pas t'obliger à aller bosser pendant ces 5 semaines, tu peux opposer ce droit à ton entreprise, mais tu peux exiger de personne qu'on te paye un séjour au ski si tu n'en as pas les moyens. La liberté, c'est super, mais c'est pas forcément égalitaire. Un autre exemple de ces nuances, dans les bibliothèques publiques, il y a 2 grands paradigmes. Au départ, on avait une idée de démocratisation du savoir, permettre la liberté de s'instruire par la lecture. Donc ça fait qu'on va te fournir des trucs, et à toi de prendre ce qu'il y a, si ça te convient pas, s'il n'y a pas d'ascenseur et tout ça, débrouille-toi autrement, c'est ta liberté après tout. Et ces dernières années, on est passé plutôt à une idée de droit culturel. L'accès à la culture, ou même je devrais plutôt dire aux cultures, c'est un droit. Donc c'est aux établissements de se bouger pour garantir l'exercice de ces droits. Que ce soit en adaptant l'accueil, en proposant d'autres formats, d'autres types d'ouvrages, etc. en fonction du public. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi certaines, moi la première, ont tiqué quand on a constitutionnalisé la liberté d'avorter ? Je vais redire la petite phrase. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est avec des petits mots, quand tu sais les repérer, que tu déchantes vite. Tu es libre d'avorter si tu veux. Cool. Enfin, si la loi le détermine déjà. Et puis bon, on peut pas te l'interdire, mais si c'est pas remboursé, si tu dois faire 4 heures de bagnole pour trouver un lieu où on va t'aider à avorter, si en parallèle on désubventionne le planning familial qui assume quand même une grosse partie du boulot dans le domaine, on salue les équipes au passage, on va se retrouver avec la situation initiale où les riches vont avorter à l'étranger ou dans des structures de luxe, et les autres vont se démerder, c'est leur liberté. Alors que si on avait constitutionnalisé le droit d'avortement, l'État devrait fournir les moyens de tout ça. Ça serait pas tout à fait la même chose. En passant, un peu hors sujet, l'autre critique sur cette tournure portait sur l'inscription du mot « femme » dans la Constitution. Une précision superflue, puisque le facteur déclencheur d'un avortement, c'est pas d'être une femme, c'est d'être enceinte.
Cette précision est superflue, sauf dans une rhétorique transphobe. L'autre élément de l'équation des droits, des libertés, c'est les autres. Tu connais peut-être cette phrase « La liberté des uns s'arrête là où commence celle d'autrui ». C'est l'autre petite nuance à bien avoir en tête. Une liberté ou un droit, ça s'oppose forcément aux autres. Il n'y a pas de liberté ex nihilo ou absolue, vu que personne n'existe toute seule dans son coin en dehors de toute relation. Un droit, une liberté, ça s'oppose toujours aux autres, et donc, donner un droit à quelqu'un, c'est de facto en enlever un à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est jamais simple de changer le statu quo. On va commencer par un exemple volontairement cliché pour bien comprendre. Tu as la liberté de posséder une tronçonneuse. Et si tu en possèdes une, tu as le droit de couper les arbres sur ta propriété. Mais tu n'as pas le droit de couper ceux du voisin, ceux de l'espace public, tu n'as pas le droit de découper quelqu'un en morceaux avec. C'est pas parce que tu as une tronçonneuse que tu as le droit de tout faire avec. Bon, plus sérieusement. Mon droit de disposer de mon corps s'opposera toujours à l'obligation du monde entier de ne pas me toucher sans mon autorisation. Ou ton droit à avoir des relations sexuelles ou mettre des mains aux fesses s'oppose à la liberté de refuser de la personne en face. Ça ne peut pas être les deux ensemble, il faut faire un choix. Autre exemple, ton droit de fumer en public s'oppose à notre droit de ne pas inhaler des fumées toxiques. Ou notre droit de ne pas faire du tabagisme passif va s'opposer à ton droit de fumer où ça te chante. Ça ne peut pas être les deux ensemble, il faut choisir. La fameuse liberté d'importuner de l'un va forcément s'exercer au détriment de la liberté sexuelle de l'autre. On ne peut pas dire en même temps aux filles « ton corps t'appartient » et aux garçons « tu as le droit au sexe et à l'attention des filles et tu as le droit de les importuner ». Les calculs sont pas bons, ça peut pas être les deux ensemble, il faut choisir qui on privilégie. Prenons un cas extrême mais bien réel, le droit de ne pas être réduit en esclavage des uns et des unes, c'est opposé au droit de posséder des esclaves des autres. Ça peut pas être les deux ensemble, il faut que quelqu'un renonce de gré ou de force et en général c'est de force. Les droits des pollueurs à polluer s'opposent aux droits des enfants à grandir en bonne santé. Ça peut pas être les deux ensemble, il faut choisir. Comme d'habitude, il n'y a pas une bonne réponse objective et rationnelle. Il s'agit toujours de choisir ce qu'on choisit de privilégier. Ça peut être en fonction de ses valeurs, d'objectifs de santé publique, il y aura toujours un critère, la rentabilité aussi. Est-ce qu'on choisit toujours les envies et les besoins du même groupe ou est-ce qu'on tend vers des compromis, des justes milieux ? Sur quels critères on décide ? C'est jamais anodin et c'est toujours politique. Et quelques notions en vrac en plus sur ces droits. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais un droit n'est jamais acquis, il est conquis. Conquis contre les personnes pour qui ce nouveau droit entraîne une perte de droit en face. Si je conquiers le droit de disposer de mon argent, forcément que la personne qui en disposait avant n'en disposera plus après. Ces droits sont conquis, donc il faut les défendre pour pouvoir continuer de les opposer à quelqu'un. Un droit qu'on ne peut plus opposer à quelqu'un cesse d'être un droit. Et il y a toujours quelqu'un qui aura intérêt à ce que tu perdes ton droit parce que ça représentera un gain pour lui en face. Si j'ai un droit à l'éducation mais qu'il n'y a plus de profs pour faire cours, je perds ce droit petit à petit de facto. Et non, c'est pas la peine de mettre ça sur le dos des profs qui restent. Pour reprendre l'exemple des 5 semaines de congés payés, dont je pensais pas l'exemple si pertinent quand j'ai commencé à écrire, ça aussi, c'est conquis, c'est récent, 1982, quand je n'étais pas encore née et que le PS était encore à peu près de gauche. Ça a été conquis de haute lutte et c'est fragile. Et ça s'oppose au droit des entreprises à nous faire travailler toujours plus pour le même salaire. Aussi, une liberté, ça s'accompagne de responsabilités, pour respecter celle des autres. Il n'y a que les bébés qui peuvent revendiquer une liberté totale sans responsabilité. Enfin, il faut toujours penser à l'intersectionnalité. Quand les sources d'inégalité se multiplient, que ce soit le genre, la classe sociale, la race, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, le handicap, l'âge, la citoyenneté, etc., plus on s'éloigne de l'archétype de l'homme moyen, qui finalement ne correspond pas à grand monde, plus la phrase « on est tous égaux » sonne creux. Et ça, c'est parce qu'il y a la théorie et la pratique.
la deuxième grande idée de cet épisode. Maintenant que tout ça est bien clair, on va vraiment pouvoir répondre à la question « Faut-il se contenter de l'égalité ?» Avec une distinction que la latiniste en moi aime bien résumer en de jure contre de facto, en bon français, les droits formels contre les droits réels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un droit, ça se regarde dans la pratique. Un droit formel ne débouche pas automatiquement sur une liberté dont on peut jouir réellement. Par exemple, tu as tout à fait le droit de posséder un yacht, au sens où personne ne te l'interdit. Ça ne veut pas dire que tu en as les moyens et que tu en auras un. Tu as le droit formel de circuler dans la rue, mais dans la pratique, tu dois subir le harcèlement de rue, l'espace public et l'urbanisme sont pensés pour les hommes, ce qui fera sans doute l'objet d'un épisode à part entière plus tard, mais si tu veux creuser en attendant, je te conseille de lire Femme invisible. Tu as le droit de négocier ton salaire, faire les mêmes études que les hommes, prétendre au même poste. Donc si tu gagnes moins, si tu n'atteins pas ce poste, c'est que tu l'as choisi, forcément. Cette remarque efface les conditions matérielles. Pour être libre, il faut avoir de vrais choix. Et des personnes qui respectent cette liberté et ces choix en face. Aussi, on pourrait se demander, est-ce qu'avoir le droit de choisir son patron, c'est seulement de la liberté, la vraie liberté ? Le fait de choisir librement son maître n'enlève pas l'état de domination, tout ça on en parlait dans l'épisode 12 sur le travail. La réalité, c'est toujours un peu plus compliqué que les discours binaires des féministes de papier que ouin de nos jours, ça va trop loin. Faut-il demander l'égalité ? Si on est honnête, actuellement, quand on demande l'égalité, on demande surtout à être traité comme un homme. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut continuer à faire de l'homme blanc capitaliste la référence, le but à atteindre ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Un exemple. Demander l'égalité au travail pour avoir le droit de travailler, entre guillemets, comme un homme, pourquoi pas ? Mais le faire sans renégocier la répartition préalable des tâches domestiques, ça stresse, ça épuise. Ou alors ça nécessite d'aller embaucher une autre femme, plus vulnérable, payée moins, travaillant dans de moins bonnes conditions pour compenser. À quoi bon atteindre l'égalité avec les hommes ? Quels hommes d'ailleurs ? Si on accroît l'inégalité entre les femmes. L'égalité ne peut pas être regardée ponctuellement, au cas par cas, il faut regarder le tableau d'ensemble. Pour rester sur les tâches domestiques, on voit encore cette histoire de droit qui s'oppose à quelqu'un d'autre. Si j'obtiens le droit de me reposer, quelqu'un doit prendre le relais. Et les hommes qui prétendent être pour donner plus de droits aux femmes en refusant tout changement de leur côté, en refusant de renier un petit peu leurs privilèges ou leurs droits, ils se foutent du monde. Est-ce qu'on veut vraiment travailler comme les hommes qu'on côtoie ? Ou renverser la table et créer autre chose ? Autre exemple, si on se contente de donner à tout le monde le droit à la contraception, alors c'est très bien. Mais comme le risque n'est pas également réparti, c'est toujours les mêmes qui, dans la réalité, portent la charge contraceptive. Se renseigner sur la contraception, les rendez-vous médicaux, les coûts, les effets secondaires, et la culpabilité, bien sûr, si ça ne marche pas. Vu que c'est toi qui prenais la contraception, c'est de ta faute si ça marche pas. On a ici une égalité en droit, mais dans la pratique, l'inégalité s'est juste déplacée. Aussi, se contenter de la loi, c'est pas toujours une bonne idée. L'argument « oui, mais c'est légal », c'est un peu trop facile. Déjà, il faut faire la distinction entre ce qui est légal et ce qui est moral. La loi n'est pas non plus figée dans le temps. À certaines époques, l'esclavage c'était légal, le travail des enfants aussi. Alors que l'avortement, le droit de vote des femmes, c'était illégal. Pour l'anecdote, la loi interdisant aux femmes françaises de porter un pantalon, encore un bien bel héritage de Napoléon, elle a été abrogée en 2013. Des fois aussi, on a des lois qui sont pas appliquées. La fameuse loi sur le pantalon, ça faisait belle lurette qu'elle n'était plus appliquée. On se dit, tant mieux finalement, c'est pas plus mal. Mais ça s'arrête pas là. Le viol, c'est un crime dans la loi française depuis 1980, oui, seulement. Mais encore aujourd'hui, seule une infime partie des viols sont sanctionnés pour plein de raisons qui n'évoluent pas trop. Le harcèlement, pareil, on a une loi, mais il ne se passe pas grand-chose derrière. Se cacher derrière une loi pour dire « tout va très bien, madame la marquise », ça ne suffit pas. Autre exemple du fait que l'égalité devant la loi ne suffit pas,
Reconnaître formellement l'égalité de genre ne suffit pas à déconstruire les stéréotypes inconscients. Par exemple, la culture des métiers STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, reste très masculine, toxique pour les femmes, ce qui fait qu'elles ont tendance, notamment à cause du harcèlement, à changer de voix ou même pas s'y lancer. On en parlait en détail dans l'épisode 21 sur l'effet Scully, si ça t'intéresse. Dès le primaire, les filles vont perdre confiance en elles vis-à-vis des maths, sans parler des préjugés, souvent inconscients mais bien existants, des profs. Ça ne s'arrête pas à l'égalité d'enseignement. Il faut aussi lutter contre tout ce système diffus qui nous met des bâtons dans les roues dès le plus jeune âge, ce qui fait que l'environnement continue de pousser les femmes dans un certain sens. Et après, on va ramener ça à un choix individuel de résister ou non, et si tu résistes pas, tant pis pour toi, t'avais qu'à, après tout, on a l'égalité devant la loi, t'avais le droit de faire des maths, tout va bien. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, donc, c'est qu'il y a la loi et la pratique, et c'est quelque chose qui m'avait frappé en lisant Sexe, race et pratique du pouvoir de Colette Guillaumin, un livre qui date des années 80. Elle cite notamment plein d'exemples de lois injustes et sexistes, des lois qui ont été supprimées ou modifiées depuis. Donc, en se disant ça, on pourrait se dire « Bon, le livre est périmé, c'est des choses qui arrivent, envoyez-moi ça aux archives et au suivant ». Sauf que dans ces analyses, dès qu'elle s'éloigne de la loi pour parler de la pratique, l'analyse reste très pertinente et actuelle. J'avais déjà donné un exemple sur les féminicides dans l'épisode précédent, et là je vais t'en donner un deuxième. Donc ce deuxième exemple, on va reprendre le cas du viol, qui est donc un crime depuis 1980 en France, en tout cas en théorie, mais si on pense juste le viol comme un acte isolé, commis par des monstres psychopathes et compagnie, une erreur, un drame, un dérapage, on n'a rien compris. Donc, toujours dans Sexe, race et pratique du pouvoir, Colette Guillaumin nous écrit en 1981, je la cite, « En théorie et dans la lettre de la loi, hormis les lois sur le mariage », alors, je vais expliquer, quand elle dit ça, elle veut dire qu'au moment où elle écrivait, le viol conjugal était encore plus que toléré puisque dans le cadre du mariage, on allait présumer le consentement vu que tout est mis en commun. Le couple n'est clairement plus un prétexte au viol dans la loi que depuis 2006. Et d'ailleurs, même le fait d'être en couple devient une circonstance aggravante au viol. Je te mets un article super intéressant en description si tu veux creuser. Et je reprends ma citation. En théorie et dans la lettre de la loi, hormis les lois sur le mariage, rien n'est interdit spécifiquement aux femmes. Mais dans les faits et dans la jurisprudence, la société a institué un, elle met des guillemets, risque de viol qui s'accroît avec l'autonomie des comportements. Ce, entre guillemets, risque, étant socialement établi et gradué, n'est pas accidentel. Il fait partie de tout un ensemble de récompenses-punitions qui forment un système. Le système de contrôle social des femmes, celui qui assure qu'elles restent à leur place de femme dans l'ordre patriarcal. L'agression sexuelle violente représente l'extrémité du continuum des punitions, la sanction pénale, physique et violente par excellence. Le contrôle social des femmes comporte donc une peine de viol. Fin de citation. Donc dans cette lecture, le viol n'est plus un accident de parcours, c'est un mécanisme systémique. Or, la loi, dans sa version actuelle, ne condamne que des individus au compte-gouttes. Cet aspect systémique du problème n'est pas pris en compte, pas sanctionné, même pas pensé par le système judiciaire. C'est ce qu'on peut comprendre par « dans la jurisprudence ». C'est que dans les verdicts qui ont déjà été prononcés, les viols ne sont pratiquement jamais condamnés. Le viol n'est pas non plus un accident, un dérapage, c'est une punition quand tu prends un peu trop ta liberté au sérieux, notamment ta liberté sexuelle, mais pas seulement. Si ça t'arrive, tu l'avais bien cherché, comment t'étais habillé, faut pas venir se plaindre après, et tout ça. Pourtant, c'est bien interdit par la loi, non? Et la loi, elle parle pas de comment on est habillé. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Dans Le berceau des dominations, Dorothée Ducy montre aussi combien les procès pour inceste, mais c'est pareil pour les viols, sont généralement menés d'un point de vue masculin. La société voit les choses et leur gravité du point de vue des auteurs. Déjà, est-ce qu'ils pensent avoir violé ou pas? Est-ce que c'était un bon père de famille ou un monstre, un viol de rue ou un viol conjugal? Est-ce que l'acte a duré longtemps ou pas longtemps? Est-ce qu'on est passé par ici ou par là? On parle à la place des victimes, on ne regarde pas les répercussions sur la victime, on s'en fout. D'ailleurs, j'ai dit, la loi condamne, elle sanctionne. On pourrait aussi beaucoup dire là-dessus,
Et la justice carcérale policière est loin, très loin d'être la seule alternative. De plus en plus de personnes plaident aussi pour une justice réparatrice. Un système qui essaye d'anticiper les problèmes aussi. Parce que punir sans réparer et dans la violence, ça n'est pas non plus une solution durable. Surtout quand le risque de sanction est très faible, ce qui n'est pas très dissuasif. Autre problème, le système policier et carcéral actuel cible en priorité les étrangers, les pauvres, les hommes racisés. Ce qui ne va pas aller en s'arrangeant dans une société qui se fascise à vitesse grand V. Quand la loi est déjà bancale de base et qu'en plus son application est inégale, on ne peut vraiment pas s'en contenter. Donc pour conclure, faut-il demander l'égalité ? Le féminisme ne peut pas se résumer à une histoire de droit ou d'égalité. On doit aussi se demander quel modèle de société on veut pour tout le monde. Il faut la loi et les faits, la théorie et la pratique. On en parlait dans l'épisode 9. La définition la plus courante du féminisme, c'est la lutte pour l'égalité homme-femme. Mais de quelles femmes et de quels hommes on parle ? Sur quels critères on juge qu'il faut de l'égalité ? Qui décide ? Les hommes non plus, après tout, sont pas égaux entre eux. On en parlait dans l'épisode 29. Est-ce qu'on veut l'égalité en droit ou dans la pratique ? Accessoirement, est-ce que le monde sera vraiment meilleur si toutes les femmes obtiennent la liberté de devenir des milliardaires de la tech ou je sais pas trop quoi ? Des girl boss sans pitié pour leurs subordonnés. Après tout, elles aussi elles ont qu'à exercer leur droit à l'égalité. C'est pas mon problème si elles me laissent les opprimer. C'est pas mon problème si mon papa était plus riche que le leur et que j'ai eu une longueur d'avance. Le féminisme ne peut pas se limiter aux rapports sociaux de sexe ou de genre, parce qu'il cohabite avec d'autres au sein du capitalisme, à commencer par les rapports de race et de classe. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, le rejet de toutes les formes d'inégalité. Et si on reste sur ces histoires d'égalité, qu'est-ce qu'on fait de l'équité ? De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. De la justice, pour résoudre les causes des inégalités et pas juste punir. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut plus de pluralité partout, à commencer, oui, par l'élaboration des droits, des lois, parce qu'il n'est pas question de les supprimer. Il faut que toutes les personnes concernées décident pour elles, et pas, comme actuellement, laisser une poignée de privilégiés décider entre eux en espérant que ça se passe bien. Finalement, quand Jean-Michel Apolitique nous dit « l'égalité est dans la loi, il n'y a plus besoin du féminisme », il oublie que l'égalité en droit n'implique pas nécessairement l'égalité dans les faits, bien au contraire. Quand on creuse, dans la bouche de Jean-Michel Apolitique, les féministes d'avant étaient plus raisonnables, ça veut souvent dire elles demandaient l'égalité devant la loi, elles, et moi aussi je suis bien d'accord. Mais là, avec ce que vous demandez, on dépasse le cadre de la loi, et donc c'est trop, stop. Mon petit doigt me dit que Jean-Mi aurait aussi été contre les revendications des féministes soi-disant raisonnables d'il y a 150 ans, mais bon. Moi je dirais justement, c'est quand on regarde les choses au-delà de la loi, du droit formel, que ça devient intéressant. Ce serait une erreur de vouloir juste la même chose que ce que les hommes ont déjà, comme si c'était bien. On voit bien ce que ça donne un monde patriarcal et capitaliste. Est-ce qu'on veut vraiment être juste des hommes comme les autres ? Je vais laisser le mot de la fin à Gloria Steinem, qui nous dit dans Ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe. Un peu plus tôt, à l'aube des années 1960, des femmes d'une dizaine d'années de plus que moi avaient commencé à rejeter un certain modèle mortifère de la mère au foyer de la middle class suburbaine et à exiger une place dans le monde du travail. Betty Friedan avait osé remettre en question ce rôle de consommatrice idéalisée imposé par les magazines féminins, magazines eux-mêmes soumis, il faut le reconnaître, aux publicitaires. Cependant, il était apparu depuis une nouvelle génération plus radicale qui ne voulait pas seulement un emploi et un morceau de gâteau existant, mais carrément faire un autre gâteau. Alors, à vos rouleaux à pâtisserie, et à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de nature, de Colette Guillaumin. Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes, de Caroline Criado-Pérez. Le talent est une fiction, déconstruire les mythes de la réussite et du mérite, de Sama Karaki. Le berceau des dominations, une anthropologie de l'inceste, de Dorothée Ducy. Et je vais rajouter 2 articles. Comment le viol est devenu un crime, sur le site l'histoire.fr, et État du droit sur le viol au sein du couple ou viol conjugal depuis 2010, de quoi parle-t-on, par Karine Durieux-Diebolt. Voilà pour le filament du jour.
Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!